Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de l'Actu du Front. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. Partons tout de suite chez Nexter, où les premiers essais sur le canon Caesar nouvelle génération sont attendus pour début 2023. Programmés pour janvier, ces essais commenceront sur la vérification des niveaux de protection de la caisse. Ces tests sont généralement en 3 volets. Des tests balistiques, des essais de résistance contre les mines et des essais contre les engins explosifs improvisés. Le sujet concerne Nexter, mais aussi Arcus, fournisseur du nouveau châssis. Dérisquer la protection en priorité est un choix logique. Non seulement elle représente l'une des évolutions majeures du Caesar, avec la motorisation et l'entrée dans la bulle Scorpion, mais elle s'avère aussi primordiale pour l'ensemble du véhicule. Une fois cette question fixée, c'est tout le véhicule qui sera adapté pour cette nouvelle protection, celle-ci entraînant forcément un changement de gabarit et de poids du véhicule. Il devient en effet difficile de revenir en arrière sans devoir modifier d'autres composants une fois cette étape franchie. Les résultats de ces essais devraient intéresser nos partenaires étrangers, la Belgique ayant passé commande de 19 Caesar NG et la Lituanie ayant retenu le Caesar pour la seconde phase de son programme d'artillerie automotrice. L'objectif est que le Caesar nouvelle génération soit prêt pour 2024, date à laquelle la Direction générale de l'armement devrait choisir entre 2 options. La production de 33 Caesar NG et le rétrofit du parc existant, ou l'acquisition de 109 pièces neuves. Depuis le début de la guerre en Ukraine, une 3e option est cependant envisagée, celle d'une augmentation sensible du nombre de canons. En effet, l'idée d'un renouveau de l'artillerie française fait son chemin au sein de l'état-major français, et le chef d'état-major de l'armée de terre plaide pour qu'en 2030, la France dispose de 215 Caesar, 120 VBMR au format MEPAC, mais aussi 55 lance-roquettes unitaires. En portant le nombre de Caesar à 215, le ratio canon-char sera alors de 0,43, soit le double d'aujourd'hui, mais cependant la moitié du ratio de la fin de la guerre froide. Il y a 1 an et demi, lors de ma première vidéo, je vous parlais de la demande de proposition qu'avaient émis les États-Unis pour remplacer leur obusier tracté présent en Europe. Qu'ont donné les résultats de ces tests? Eh bien malheureusement pour nous, nous n'avons aucune information sur les essais réalisés par l'US Army, ni même si ces essais ont réellement eu lieu. Cependant, une campagne de tir a bien été réalisée, mais dans un tout autre cadre, puisque l'entreprise américaine Raytheon a indiqué en janvier 2022 qu'en partenariat avec l'US Army et Nexter, un Caesar avait atteint 2 cibles situées à plus de 46 km de distance en tirant des obus Excalibur sur le terrain d'essai de Yuma en Arizona. D'après l'entreprise, il s'agit d'un record pour ce type de matériel. Le centre d'essai de Yuma dispose d'une zone de tir de 89 km de long pour les essais d'artillerie. À titre de comparaison, le Yuma Proving Ground est 10 fois plus grand que le camp de Canjuer français, pourtant l'un des plus grands d'Europe. Continuons avec l'actualité sur le Caesar. L'Espagne semble s'intéresser au canon français, puisque la 12e brigade d'infanterie blindée espagnole s'est rendue à Suippes pour visiter le 40e régiment d'artillerie fin juillet. L'objectif du déplacement de cette délégation était d'avoir un aperçu des procédures et des moyens antiaériens utilisés par l'armée française. Cependant, pour le site spécialisé Infodefensa, cette visite a été faite alors que l'armée de terre espagnole a mis en place un groupe de travail chargé de déterminer les capacités dont elle aura besoin pour les conflits futurs dans le domaine de l'artillerie. Il s'agit de remplacer, à terme, ces 96 obusiers automoteurs M109 de 155 mm. Finissons avec le Caesar, puisque l'armée royale marocaine a reçu ses premiers modèles en ce début septembre. Le nom n'a cependant pas été précisé. Partons ensemble en Crimée, où un mystérieux drone naval ukrainien a été découvert au large de Sébastopol. En effet, un navire de surface sans équipage a été retrouvé sur une plage près de la principale base navale russe de Sébastopol, Omega Bay se trouvant juste à l'entrée du port dans une zone utilisée par la marine russe. Ces dernières semaines, les sites militaires russes en Crimée ont été visés à plusieurs reprises par les forces ukrainiennes et selon le renseignement britannique, ces attaques ont conduit Moscou à regrouper une partie de ses navires et sous-marins à la base navale de Novorossiysk et non plus à celle de Sébastopol qui est à la portée des munitions rôdeuses ukrainiennes. Mais visiblement, les Ukrainiens mettent en œuvre d'autres moyens. En effet, le 21 septembre, des photographies d'un drone naval de surface inconnu ont été diffusées via les réseaux sociaux. Sur l'un des clichés, on constate en arrière-plan la présence d'un navire de débarquement russe appartenant à la classe Roputcha. Ce drone naval est apparemment équipé d'une caméra, d'un télémètre laser et d'une antenne satellite ressemblant à un modèle commercialisé par Starlink, le fournisseur d'accès à Internet d'Elon Musk. Au niveau de la proue, 2 protubérances semblent être des détonateurs de contact, d'où l'hypothèse qu'il s'agit d'un bateau suicide,
et non d'un drone de surveillance. Si tel est le cas, ce serait la première apparition d'un tel engin dans la guerre russo-ukrainienne. Selon le gouverneur de Sébastopol, le drone a été remorqué en haute mer pour y être détruit après avoir été examiné par des experts, ce qui donne du crédit à l'hypothèse selon laquelle il transportait des explosifs, les forces russes l'ayant conservé afin de l'étudier si ça n'avait pas été le cas. A noter qu'en avril, dans les 800 millions d'aides militaires promis par les États-Unis à l'Ukraine, il était fait mention de navires de défense côtière sans équipage. Le Pentagone avait été discret sur ces drones, précisant seulement qu'ils seraient prélevés sur les stocks de l'US Navy. Partons maintenant chez Airbus, où l'avionneur veut proposer une solution basée sur ses anciens avions Beluga ST pour le transport aérien stratégique. Jusqu'à présent, pour satisfaire une partie de ses besoins en matière de transport aérien stratégique, le ministère des Armées avait recours à la compagnie privée ukrainienne Antonov Logistic Salis, ou à une procédure dite à bon de commande. Dans un cas comme dans l'autre, les forces françaises affrétaient des avions de transport hors gabarit AN-124-100, capables d'emporter 120 tonnes, voire des AN-22, AN-225 et IL-76. En 2017, un député avait remis un rapport dans lequel il s'inquiétait de cette dépendance française aux capacités ukrainiennes ou russes, en dénonçant le fait que ce sont les Russes ou les Ukrainiens qui ont la maîtrise de la projection des forces françaises sur les théâtres extérieurs. Depuis, le projet européen SATOC, pour Strategic Air Transport for Outside Cargo, a été mis sur les rails avec la participation de la France, l'Allemagne, la République tchèque, des Pays-Bas et de la Slovénie. Seulement, il ne devrait pas se concrétiser avant 2026. Évidemment, le contexte actuel marqué par la guerre en Ukraine change la donne. Ainsi, la société Antonov Logistic Salis ne disposerait plus que de 3 AN-124, et le seul exemplaire de l'AN-225 a été détruit durant l'assaut des forces russes contre l'aéroport de Hostomel. Il n'est bien évidemment plus question de solliciter les IL-76 russes, d'où la proposition d'Airbus reposant sur ses avions de transport hors gabarit A300-600 ST Beluga, essentiellement utilisés depuis les années 90 pour acheminer des pièces de grande dimension d'un site à l'autre de l'industriel. Pour cela, Airbus a développé sur ses fonds propres un système de chargement pour soulever des cargaisons militaires hors normes dans la soute d'un Beluga ST. Celui-ci a fait l'objet d'une démonstration en Allemagne, un hélicoptère de transport lourd CH-53 de la Bundeswehr ayant été chargé à bord d'un avion. Pour le moment, seule la Bundeswehr a fait part de son intérêt pour cette solution, mais il y a peu de chances pour que d'autres pays soient intéressés. Le chargement maximal de l'appareil étant de 47 tonnes, il serait trop faible pour transporter un Charles Leclerc qui en fait 10 de plus, et même le nouveau Beluga XL, aux dimensions plus imposantes, ne peut transporter que 53 tonnes sur une distance de 4000 km. À court terme, l'unique solution de transport lourd du côté occidental est le C5M Galaxy américain pour vous transporter jusqu'à 136 tonnes. Si vous vous posez la question, l'A400M français est limité à seulement 37 tonnes de frais. Finissons cet épisode en mer Baltique, où les gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l'Allemagne, ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées ce mardi 27 septembre. En effet, des fuites étaient visibles à la surface avec des bouillonnements allant de 200 mètres à 1 km de diamètre, a annoncé l'armée danoise. Dans la soirée, la première ministre danoise Mette Frederiksen a affirmé que ces fuites étaient des actes délibérés et non pas accidentels. En effet, un institut sismique suédois a annoncé que 2 explosions sous-marines, très probablement dues à des détonations, ont été enregistrées à proximité des sites des fuites des gazoducs peu avant leur détection. Une première émission massive d'énergie d'une magnitude de 1,9 sur l'échelle de Richter a été enregistrée dans la nuit de dimanche à lundi, puis une autre de magnitude 2,3 le lundi soir. Nous l'interprétons avec la plus grande probabilité comme provenant d'une forme de détonation, a dit Peter Schmidt, travaillant au réseau national sismique suédois. Objet de bras de fer géopolitique ces derniers mois, les 2 pipelines exploités par le géant russe Gazprom ne sont pas opérationnels à cause des conséquences de la guerre en Ukraine, mais tous 2 étaient encore remplis de gaz. Le Kremlin s'est dit extrêmement préoccupé, estimant qu'il ne fallait exclure aucune hypothèse, y compris celle d'un sabotage. L'exploitant des pipelines, le consortium Nord Stream, dit n'avoir pas encore observé ni évalué les dégâts, mais a reconnu le caractère exceptionnel de la situation. Un incident durant lequel 3 tuyaux éprouvent simultanément des difficultés le même jour n'est pas ordinaire, a déclaré un porte-parole. Fait encore plus étonnant, ces fuites sont apparues alors que devait être inauguré le Baltic Pipe, un gazoduc reliant la Norvège à la Pologne via le Danemark,
et dont la construction a bénéficié d'un financement de 215 millions d'euros consenti par l'UE. Et leur apparition coïncide justement avec l'observation de drones non identifiés près des plateformes offshore exploitées par le groupe norvégien Equinor. En effet, le 27 septembre, l'autorité norvégienne de sécurité pétrolière a publié une note pour demander aux compagnies énergétiques du pays d'être plus vigilantes à l'égard des drones susceptibles de voler près de leurs infrastructures, estimant que ces appareils peuvent présenter un risque d'accident ou d'attaque. Évidemment, avec les suspicions de sabotage sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, cet avis de la PSA prend une nouvelle dimension. D'autant plus qu'Equinor est désormais le plus grand fournisseur de gaz en Europe et que, par conséquent, le secteur gazier norvégien est maintenant incontournable. Si ces livraisons devaient être coupées, interrompues ou réduites dans des proportions importantes, cela provoquerait une crise énergétique complète en Europe. La Norvège comptant plus de 90 champs pétroliers et gaziers répartis entre la mer de Barents, la mer de Norvège et la mer du Nord, ceux-ci sont reliés à un réseau de conduites qui s'étend sur environ 9000 km, ce qui est extrêmement compliqué à surveiller et à protéger. Voilà, ce 7e épisode est maintenant terminé, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.